Bonjour, Pierre Le Vigan, 1812, Napoléon en Russie, quatrième partie. Nous avons laissé la grande armée en expliquant que le corps de bataille principal est constitué de près de 450 000 hommes, un petit peu plus de 200 000 hommes sous le commandement direct de Napoléon, une aile droite avec Eugène de Beauharnais et une aile extrême droite avec Jérôme, le roi de Westphalie, le frère de Napoléon. La stratégie de Napoléon est une sorte d'avancée en forme de pince de crabe, visant en fait à saisir l'armée russe, à lui imposer une bataille et à la détruire. Il faut bien rappeler que comme Napoléon n'a pas réellement de stratégie politique au moment de cette invasion de la Russie, sa stratégie militaire a au moins le mérite d'exister, c'est anéantir l'armée russe et imposer au tsar Alexandre de revenir dans l'alliance, parce que fondamentalement c'est ça, l'idée de Napoléon, c'est imposer au tsar de revenir dans l'alliance. Alors en l'occurrence, cette stratégie de saisir l'armée russe par des mouvements d'encerclement en forme de pince, en quelque sorte de crabe, évidemment, a le grand inconvénient de porter sur une masse absolument énorme, plus de 400 000 soldats français et alliés des Français, alliés forcés d'ailleurs, comme les Allemands, un petit peu moins forcés comme les Italiens, plus des Croates, etc. Or, cette stratégie, évidemment, sous-entendrait un ensemble complet d'harmonie entre les différents chefs. Or, Napoléon n'a jamais dirigé une masse aussi importante et il y a bien entendu des problèmes de communication. Donc évidemment ça ne marche pas et l'armée française avance en Russie et s'épuise et perd des soldats à la mesure de son avance et d'une manière absolument dramatique. Alors il faut bien voir que à Vitebsk, Napoléon n'a déjà plus que environ 200 000 soldats sur les plus de 400 000 des troupes d'invasion de l'origine, le 22 juin 1812. Donc, un mois et demi, même moins d'un mois et demi après le début de l'invasion à Vitebsk, la moitié des soldats français sont hors de combat, ou alors tout simplement assurent les lignes de communication en étant évidemment harcelés par les Cosaques et par les paysans russes. Voilà. À Smolensk, c'est un petit peu moins de 200 000 qui restent à Napoléon. À Borodino, à mi-chemin entre Smolensk et Moscou, en gros, eh bien, Napoléon n'a plus que environ 150 000 soldats. La bataille de Borodino, dite bataille de la Moskova, est extrêmement coûteuse. Napoléon n'a plus que 120 000 soldats à la fin, et il arrive à Moscou avec environ 100 000 soldats. Alors, une conclusion facile à tirer quand on a du recul comme l'historien peut l'avoir, mais qui était un petit peu moins évidente pour Napoléon, mais tout de même une conclusion qui était perceptible, c'est que à partir de Smolensk, et même à partir de Vitebsk, il était évident que les pertes dues à l'invasion étaient absolument terribles et que un corps de bataille réduit à peine 200 000 hommes, en étant parti à nettement plus de 400 000, pratiquement sans bataille, uniquement par les problèmes de communication, par les problèmes de santé, par les problèmes d'approvisionnement, par les harcèlements des Cosaques, c'était visiblement une leçon qui aurait dû amener Napoléon à se dire que continuer de s'enfoncer dans la Russie est une folie et qu'il fallait au contraire rétrograder et rester dans la zone Vilna, Minsk et au grand maximum Vitebsk et peut-être basculer vers le nord, non pas pour aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, mais au moins pour contrôler la Livonie, pour prendre Riga, pour foncer vers Dunebourg, Polotsk, Riga, et s'assurer des gages, et éventuellement d'ailleurs des territoires qui auraient pu être donnés aux Prussiens pour arrimer la Prusse à l'Alliance française. Ensuite, la bataille de la Moskova, en fait la bataille de Borodino, est tout de même assez mal conduite par Napoléon. C'est une bataille essentiellement frontale. Il refuse la proposition de Davout d'un débordement par l'aile droite, d'une manœuvre plus audacieuse qui aurait nécessité évidemment, pendant que Davout tentait un débordement par la droite, d'engager la garde au centre droit du dispositif français, d'engager la garde impériale. Et là, il y aurait eu peut-être possibilité d'une victoire
assez large, mais qui néanmoins n'aurait pas forcément été définitive. Ensuite, évidemment, il y a ce séjour de 3 ou 4 semaines à Moscou. Napoléon est dans une impasse complète, car au fond, il espère que le tsar demandera la paix. Or, le tsar ne demande pas la paix. Nous verrons ensuite ce qui s'est passé et les stratégies qu'a envisagé Napoléon quand il s'est rendu compte que Moscou était un piège, qu'il était bloqué à Moscou, mais à vrai dire, il ne s'est pas bien rendu compte que Moscou était un piège. Nous verrons que Napoléon s'est dit que le climat russe, finalement, cet hiver, n'était pas si terrible qu'on le pensait, et la vérité, c'est que l'hiver russe a été tardif en 1812, mais qu'il a été terrible. Nous verrons cela plus tard.